Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La Cour internationale de justice s'est déclarée ce mercredi incompétente pour juger une requête de la Guinée équatoriale visant à faire cesser toutes les poursuites contre son vice-président Théodorine Obiang-Mangué dans l'affaire dite des biens mal acquis. Les dés sont jetés au Ghana. Près de 16 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce 7 décembre 2016 pour élire leur nouveau président. 7 candidats sont en lice et puis des consultations séparées avec tous les protagonistes et un accord au plus tard en juin 2017. C'est la nouvelle feuille de route de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, décidé à trouver une issue à la crise burundaise. Rebondissement dans l'affaire des biens mal acquis. La Cour internationale de justice, saisie le 13 juin 2016 par la Guinée équatoriale, déclare ne pas être compétente pour déterminer si oui ou non Théodorine Obiang-Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale, était protégé par son immunité diplomatique au moment où la France a procédé aux perquisitions de l'immeuble situé à 42 avenue Foch à Paris. Samuel Gembok et Diaran Ndiaye. La décision de la Cour internationale de justice était très attendue en Guinée équatoriale, en France et sur le continent. Réuni à La Haye ce mercredi 7 décembre, l'organe judiciaire principal des Nations Unies n'a formulé aucune décision sur l'immunité de Théodorine Nguema Obiang-Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale, mais elle reconnaît à l'unanimité le caractère diplomatique de l'immeuble situé au 42 avenue Foch à Paris, en France. La Guinée équatoriale avait saisi la Cour internationale de justice le 13 juin 2016 et lui a demandé de prononcer des mesures conservatoires contre la France dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. 2 motifs principalement structuraient la requête des autorités équato-guinéennes. Premièrement, l'immunité diplomatique de Théodorine Nguema Obiang-Mangué en tant que vice-président de son pays. Et deuxièmement, le caractère diplomatique de l'immeuble dans lequel furent saisis les biens du vice-président de la Guinée équatoriale. La Cour internationale de justice est la plus haute juridiction au niveau international, donc dans le cadre de l'ONU, pour régler des litiges entre États et entre certains organes de l'ONU et les États. Donc, elle a été saisie valablement, elle était compétente et les questions qui lui étaient posées, c'était de savoir est-ce que M. Obiang Nguema, en sa qualité de deuxième vice-président de la Guinée équatoriale, pouvait être poursuivi par un État tiers au mépris de ce qu'on appelle son immunité, et l'immunité à la fois diplomatique et son inviolabilité, c'est-à-dire l'impossibilité pour quelqu'un, un haut fonctionnaire étranger ou bien un agent étranger de haut niveau comme un ministre, un chef de gouvernement, d'être poursuivi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Voilà, c'était cela l'enjeu. Selon la requête de la Guinée équatoriale, de multiples échanges ont eu lieu entre le pays du président Théodoro Obiang Nguema Mbazogo et la France au sujet de l'immunité du second vice-président chargé de la défense et de la sécurité de l'État, ainsi qu'au sujet du statut juridique de l'ensemble immobilier mis en cause, mais que toutes les tentatives de règlement initiées par la Guinée équatoriale ont échoué. Si la Cour a reconnu le caractère diplomatique à l'immeuble, elle n'a pas pu ordonner à la République française de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à toutes les procédures en cours contre le vice-président de la République de Guinée équatoriale, comme l'avaient souhaité les autorités du pays. Et dans la décision qui est rendue aujourd'hui, la Cour en fait ne va pas au bout des 2 questions qui sont posées. Elle fait la distinction entre le statut de M. Nguema en disant elle ne peut pas répondre sur le fait que celui-ci peut faire valoir dans l'affaire en question sa qualité de vice-président de la Guinée équatoriale et donc ne peut pas faire valoir l'immunité qui s'attache normalement à cette qualité. Mais comme il y a eu, comme je le disais, une saisie d'immeubles et que notamment il s'agissait d'un immeuble abritant des locaux diplomatiques, la Cour, elle conclut sur ce point-là que la France a violé les droits de la Guinée équatoriale en saisissant des locaux diplomatiques. Et que donc, évidemment, il faudra que ces locaux soient restitués et que leur statut diplomatique soit reconnu effectivement par rapport à la Convention de Vienne. Si les inquiétudes persistent sur les poursuites à l'égard de Théodorine Nguema Obiang-Mangué,
La France devra respecter, comme tous les États partis, l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de manière à assurer leur inviolabilité. Elle ne peut donc plus procéder à d'autres perquisitions dans cet immeuble, une victoire juridique, mais surtout politique pour le pouvoir central équato-guinéen. Les bureaux de vote ont fermé à 17h heure locale et pour l'heure, personne ne se hasarde à faire de prédictions. C'est dire à quel point le suspense reste entier. 15,7 millions d'électeurs ghanéens est établi aux urnes ce 7 décembre pour élire leur nouveau président. 7 candidats sont en lice. On fait le point tout de suite avec Mélina Bokassa. Jour de vote au Ghana, quelques 15 millions de Ghanéens étaient aux urnes ce mercredi 7 décembre pour élire leur président. 7 candidats sont en lice pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Selon les observateurs, ce scrutin opposera principalement le chef de l'État sortant, John Dramani Mahama, dont le mandat a été marqué par des difficultés économiques et des scandales de corruption, au principal candidat de l'opposition, Nana Akufo-Addo. Les enjeux qui concernent le nouveau président ghanéen qui sera élu sera, entre autres, de relever le pouvoir d'achat des ménages et aussi de faire de telle sorte que les prix du carburant puissent être ramenés à la baisse. Et dans le même moment, s'atteler de telle sorte que les denrées alimentaires puissent être à la portée du Ghanéen moyen. Âgée de 72 ans, Nana Akufo-Addo se présente pour la 3e fois à la présidentielle face à son adversaire qu'il avait déjà battu en 2012. En 2016, l'opposant porte l'image d'un leader incorruptible pour ses partisans qui espèrent qu'il pourra remettre l'économie d'aplomb. Le pays est en effet endetté auprès des bailleurs de fonds internationaux. La croissance économique est tombée à 3,3% en 2016, atteignant le taux le plus bas des 2 dernières décennies. L'issue du scrutin demeure un enjeu pour les 2 candidats, pour Mahama et pour Nana Akufo-Addo. Si on veut évaluer le mandat ou bien tout ce que le président John Mahama a fait durant ces 4 dernières années, il y a du bon et du mauvais. Mais nous pouvons conclure que sa cote est en baisse. Le scrutin s'annonce particulièrement serré compte tenu de la popularité en baisse du président ghanéen. Les résultats sont attendus ce jeudi 8 décembre et si aucun des 2 principaux partis ne remporte plus de 50% des voix, un second tour aura lieu courant décembre 2016. Prévenir pour mieux guérir, la dernière journée du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique a pris une tournure plus politique avec le panel des chefs d'État. Un échange qui a permis de dégager un consensus sur une approche globale de la lutte contre le terrorisme. Explication avec Siamlo, Victoria Sédier. Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique a vu la participation d'une délégation de chefs d'État et de gouvernement. Sur près de 15 pays attendus à ce panel de haut niveau le mardi 6 décembre 2016, seuls les présidents Muhammadu Buhari du Nigeria et Carlos Fonseca du Cap-Vert ont été accueillis par le président Macky Sall. Le Mali et le Togo se sont fait représenter par leur Premier ministre, la Libye par son vice-premier ministre Moussa Al-Koni. Ce panel a été l'occasion pour eux de se prononcer sur les moyens de vaincre l'extrémisme violent. Le terrorisme ne peut survivre que dans 3 conditions. Premièrement, l'existence de groupes actifs à travers le Sahel. Deuxièmement, l'existence des flux financiers énormes qui leur permettent d'acquérir des moyens impressionnants, des moyens importants. Troisièmement, c'est l'existence des réservoirs humains où ils peuvent continuer à puiser en direction des jeunes. Le tableau sombre de l'extrémisme sur le continent appelle à une prise de responsabilité commune. À ce jour, plus de 30 pays africains sur 54 ont adopté en octobre 2016 la charte sur la sûreté et la sécurité maritime validée lors du sommet de l'Union africaine à Lomé en octobre 2016. Une charte contraignante initiée par le Togo et qui attend encore l'adhésion de tous les chefs d'État africains. Aujourd'hui, la charte constitue un cadre juridique harmonisé pour permettre à la fois une lutte préventive et un combat efficace contre les pirates, mais également contre les trafics d'armes, de drogue, d'organes humains. L'adoption a été une chose, la signature par
certains États aussi une autre étape, et celle capitale que nous attendons maintenant, c'est la ratification de la charte par 15 États. Le panel des chefs d'État vient ainsi clôturer le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est ouvert le 5 décembre. C'est la 3e rencontre du genre organisée par le Sénégal et qui appelle à plus d'action afin de poser les bases techniques mais aussi idéologiques pour une lutte efficace contre l'extrémisme violent qui fragilise les États et handicape les politiques de développement. Cette fois, sera-t-elle la bonne? Benjamin Mkapa, ancien président tanzanien et facilitateur dans la crise burundaise, va à nouveau tenter de relancer le dialogue interburundais engagé il y a plus d'un an. Il est arrivé à Bujumbura ce 7 décembre et espère un accord au plus tard en juin 2017. Tcharanjai. Benjamin Mkapa mobilisé afin de relancer le dialogue interburundais. Le facilitateur africain dans le conflit burundais et ancien président tanzanien s'est rendu ce 7 décembre à Bujumbura, reprenant une médiation en suspens depuis plusieurs mois. Durant cette visite de 3 jours au Burundi, Benjamin Mkapa s'entretiendra avec le président burundais Pierre Nkurunziza, les ambassadeurs en poste dans la capitale burundaise, les représentants des organisations de la société civile, les groupes de jeunes et femmes, ainsi que les leaders politiques et des confessions religieuses. C'est une très bonne stratégie parce que ce n'est pas le moment d'entamer une démarche de confrontation. Parce que s'ils se mettent ensemble, ça va ressembler à une certaine confrontation. Et c'est pour cela qu'il avait envisagé de procéder par équipe, rencontrer des équipes, entendre leurs préoccupations, entendre leurs propositions, ce qu'il avait déjà fait. La dernière fois qu'on a été à Arusha, il nous avait posé pas mal de questions et chaque groupe avait donné sa position. L'objectif est de relancer un dialogue en panne depuis la dernière session organisée en juillet à Arusha, avec cette fois l'ambition d'un accord politique au plus tard en juin 2017. Le défi de Benjamin Mkapa est de taille. Bujumbura semble rester ferme sur ses positions. Pour le pouvoir en place, ce dialogue doit se tenir au Burundi et sans le Sénarède, la plateforme d'opposition dont les leaders vivent aujourd'hui en exil. Bon, les chances sont toujours là, il faut les explorer, mais cela va mériter une forte pression absolument sur le régime en place. Et ceux qui peuvent exercer une pression sur ce régime, c'est d'abord les Burundais eux-mêmes, mais aussi avec l'appui principalement de la région. Et du côté de l'opposition, il n'y a pas de problème et nous avons été toujours disposés à aller à la table de négociation. Nous avons toujours répondu au rendez-vous. Le grand problème, c'est le régime en place à Bujumbura qui refuse, qui voudrait rapatrier donc les négociations au Burundi dans les conditions d'insécurité. Les points de vue restent aujourd'hui irréconciliables. Prochaine étape donc pour le facilitateur Benjamin Mkapa. Rencontrer cette opposition pour tenter de rapprocher les positions avant d'organiser une nouvelle session de dialogue à Arusha en Tanzanie avec l'ensemble des partis. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.